sur ETV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mohamed Fawzou Dème. Mohamed Fawzou Dème, c'est 25 ans d'expérience, diplômé dans 3 secteurs, tourisme, hôtellerie, transport aérien et gestion aéroportuaire. Monsieur doit être un expert en gestion hôtelière et management touristique, spécialiste de le tourisme, passionné par l'univers du numérique depuis 1998. Il est conseiller technique au ministère du Tourisme du gouvernement du Sénégal, plusieurs gouvernements il les a conseillés. Aujourd'hui, il a l'ambition d'être candidat à l'ONU Tourisme. Monsieur Dème, pourquoi vous êtes candidat? Oui, bonjour Alassane, je salue l'équipe qui vous accompagne et vous souhaite une année de prospérité, de paix. Amen. Et donc voilà, l'ambition que j'ai pour le Sénégal, mais surtout le changement de paradigme qui existe depuis quelques années au niveau africain. Il y a des jeunes leaders qui réclament du nationalisme, qui veulent plus que l'Afrique soit dirigée, qu'on leur désigne du doigt où est-ce qu'ils doivent passer, par où ils doivent passer, leur fixer des limites. Je trouve que c'est un courage, mais également une détermination pour rester soi-même. Il n'y a rien de mieux que de rester soi-même, d'être soi-même également. Et donc le Sénégal, faisant partie des membres fondateurs de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est devenu récemment ONU Tourisme, tout simplement parce que c'est un démembrement du système des Nations Unies, comme l'ONU Femmes, etc., et tant d'autres, ONU Sécurité, etc. Et donc, pour se rapprocher davantage du système des Nations Unies, de l'OMT est devenu ONU Tourisme. Et longtemps, je peux dire également que je suis à ma deuxième tentative. En 2017, je m'étais présenté. Et ce qui a fait défaut, c'est le parrainage. Il est important de rappeler que dans le système des Nations Unies, il y a 2 modèles de recrutement. Un recrutement sous seing en confidentialité où l'ONU écrit aux autorités leur demandant de choisir un candidat. Mais dans ce cas précis, c'est une annonce publique de vacances de poste où chaque candidat d'un État membre peut volontairement poser sa candidature à la condition qu'on lui accorde, que son État lui donne une lettre de parrainage. C'est-à-dire aujourd'hui, votre candidature est dans ce cas-là, et vous avez écrit aux autorités sénégalaises pour parrainer votre candidature. Oui, pour les accompagner. Oui, effectivement. J'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit au ministère des Affaires étrangères, parce que c'est le ministère des Affaires étrangères qui est compétent pour discuter avec les Nations Unies, pour transférer les documents. Et j'ai écrit également au ministre du Tourisme. J'ai discuté avec le secteur privé sénégalais, le patronat du tourisme sénégalais qui m'a donné son soutien et son accord. En dehors de ça, je suis président du Conseil africain du tourisme francophone. J'ai également le soutien de tous les pays africains qui n'ont pas de candidat à présenter pour candidater pour le poste. Alors, j'ai également été nominé en 2020 25e personnalité du monde par le World Travel Tourism Network. Il faut savoir que dans le secteur du tourisme, il y a 2 organes. L'organe institutionnel, UN Tourisme, qui est composé de gouvernements, et de l'autre côté, le World Travel Tourism Network, qui est composé uniquement de chefs d'entreprise, d'investisseurs et de professionnels du secteur du tourisme. Alors, donc, ce sont ces 2 institutions mondiales qui réfléchissent et travaillent ensemble pour donner des orientations au secteur du tourisme au niveau mondial. Et donc, c'est cette institution qui m'a choisi en 2020 pour me décorer de la médaille de héros mondial du tourisme pour en être la 25e personnalité du monde. Est-ce que vous avez reçu le feedback de l'État, la réponse de l'État par rapport à votre appel à candidature? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai sollicité un peu les médias pour informer les Sénégalais que cette candidature n'est pas une candidature à huis clos. C'est
une annonce publique. Et je me suis porté volontaire, justement, avec le courage, la passion que j'ai pour le secteur du tourisme et les changements au niveau du gouvernement. Eh bien, tout cela porte à croire que, justement, nous pouvons nous positionner, d'autant plus que nous avons le même message, le même discours. Nous voulons faire de l'Afrique une Afrique prospère, mais une Afrique qui n'aura plus de limite que le ciel. Oui, le gouvernement, justement, parle de cette économie endogène, comment faire pour que les secteurs dont le tourisme deviennent des secteurs beaucoup plus importants, à forte potentialité. Mais on a l'impression que souvent, nous, on fait des tournées balnéaires, on était dans les hôtels, mais aujourd'hui, de plus en plus, le monde demande, surtout de ceux qui viennent de l'extérieur, plus d'originalité dans la façon de faire. Et il y a une histoire extraordinaire que vous avez racontée concernant la première dame de Dubaï. Racontez-nous. Effectivement. Vous savez, Alassane, le tourisme a des principes. D'abord, l'élément le plus important du tourisme, c'est de reculer la pauvreté, de créer de la richesse et de sortir les zones insulaires de l'anonymat et donc de développer tout un territoire. Et cela revient à dire que le tourisme s'intéresse au social, mais autour de l'humain. Et pourquoi cette bataille également, ce positionnement que je veux vraiment être porté par toutes les bonnes volontés au-delà des gouvernements, c'est que l'Afrique se vend très mal, mais également l'Afrique n'a pas encore trouvé son leadership pour dire, voilà, nos cases que nous avons vers Kédougou, que nous avons vers le Fouta, que nous avons partout ailleurs, notre manière de vivre, notre façon d'être, ce que nous avons à travers notre artisanat qui est le reflet de notre identité. Nous ne le valorisons pas et nous ne le vendons pas au juste prix. Et la raison, elle est simple. Même moi, j'étais dans l'erreur. Lorsque j'ai reçu la première dame de Dubaï, qui était venue ici en 2008, j'étais tout heureux, euphorique, parce que voilà, il y avait le Terroubi, le Sea Plaza, etc. Me disant, au moins, je vais lui montrer que chez nous, on n'est pas aussi sous-développé qu'on le pense. Et elle est venue avec son jet privé, je l'ai logé à Terroubi, et quand je suis allé l'accueillir, elle m'a regardé un moment. Elle m'a dit, Mohamed, si tu ne sais pas pourquoi je suis venu, ça ne me gêne pas de reprendre mon avion et de partir. Vous me parlez de Sea Plaza, vous me parlez de Terroubi, c'est même pas un dixième de luxe, de qualité de service, de prestance, ce que nous avons à Dubaï, sans même citer Abu Dhabi, qui est quand même la capitale. Je dis, et j'avais honte. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, montrez-moi comment vous vivez, ce que vous avez de plus... Voilà, parce que ça, c'est pas à vous. Et j'ai pensé au Lac Rose. Nous sommes allés au Lac Rose. Quand nous sommes arrivés, mais elle était tellement excitée, contente. Elle me dit, de ma vie, j'ai jamais vu quelque chose pareil. Et c'est ça mon luxe. Alors, il me dit, je veux visiter une case. Je dis, mais comment ça? Il me dit, mais demandez. Mais ne déclinez pas mon identité. J'ai parlé au chef de village. J'ai dit, écoutez, j'ai une invitée qui vient des pays arabes, qui n'a jamais vu une case. Elle veut voir comment est composée la case, elle veut, par curiosité. Il me dit, ah, j'espère qu'il n'y a pas... J'ai dit, non, je garantis, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'espionnage, il n'y a rien du tout, etc. Elle est rentrée dans la case en premier, je l'ai laissée parce que quand même, elle était venue avec 2 gardes du corps déguisés. Et 1 minute après, je suis rentré, je l'ai trouvée en larmes. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je suis ému. Je suis ému de voir qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Alors, il me dit, je veux passer la nuit. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, je veux passer la nuit dans cette case. Parce que c'est mon bonheur, c'est ma joie. Je ne l'ai jamais fait, mais je veux le faire. Et
je suis prêt à payer $5 000 la nuitée. Je paye $5 000 la nuitée. Parce qu'à Las Vegas, j'aurais payé autant. Il me dit, Mohamed, c'est ça votre luxe? Valorisez ça, mettez-les en valeur, eh bien, nous allons acheter. Alors, et c'est là que j'ai commencé dans mon ouvrage, parce que j'ai 2 ouvrages sur le secteur du tourisme sénégalais, et j'ai commencé à réfléchir sur à la fois le contenu et l'étymologie du mot luxe. Et le luxe dans le secteur du tourisme, c'est un produit qui se situe ailleurs, qui n'est pas accessible au moment où vous le voulez, et pour lequel vous êtes prêt à mettre le prix. Et le luxe d'un Dubaïote, d'un Américain, d'une star, voilà, de partout dans le monde, qu'on peut citer, diffère. Si on amène une star, comme Rihanna par exemple, on l'amène dans une case, mais elle est prête à payer $10 000. Mais c'est parce que nous ne réfléchissons pas. Parce que c'est original, c'est authentique. Le tourisme se vend cher lorsque c'est authentique, lorsque c'est singulier et lorsque vous ne le trouvez nulle part ailleurs et que vous ne pouvez pas en user autant de fois que vous le voulez. Et le Sénégal, l'Afrique. Et ça, c'est l'Afrique. Mais c'est ça l'Afrique et le Sénégal. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur ces niches. C'est justement parce que au niveau des instances, comme je l'ai dit, au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, devenue l'ONU Tourisme, au niveau du World Travel Tourism Network, ces grandes puissances nous ont tellement mis dans la tête que sans eux, le tourisme ne fonctionnerait pas et que nous sommes aliénés parce que ceux qui nous dirigent n'ont jamais eu une vision claire du tout, sauf, je peux dire, le président Senghor, je vais ouvrir une parenthèse, le président Senghor était un visionnaire. Il a créé ce qu'on appelait le tourisme rural intégré, le TRI, le tourisme rural intégré, et cela, nous l'avons expérimenté en Casamance, c'est ce qui a donné un élan positif et une renommée à la Casamance. Aujourd'hui, quand on parle de la Casamance partout dans le monde, eh bien, c'est grâce à ce tourisme rural intégré. Et le tourisme rural intégré, il épouse l'idée justement d'un savoir-faire sénégalais. Vous mangez sénégalais, vous vous habillez sénégalais, vous utilisez tous les matériaux et tout ce qui y a comme potentialité au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau de la cueillette, etc. Et on en fait des unités de transformation après, ça crée des emplois, ça crée de la richesse et ça développe plus l'identité de cette région. C'est une échelle de valeur extraordinaire. Tout à fait. De la cuisine à l'artisanat, en allant vers la façon de faire, de s'habiller et de se comporter, voilà. Tout ça, c'est dans tout à fait. Et c'est ça le potentiel de la Casamance, c'est ce qui allait faire. On a souvent dit que la Casamance c'est le grenier du Sénégal, la Casamance c'est l'espoir du Sénégal, effectivement, mais si on ne réfléchit pas avec une vision, avec des stratégies, avec des gens qui ont à la fois la passion, l'expertise pour mettre tout cela en musique, eh bien on n'en sortira pas. Et l'idée de Senghor a été dévoyée quelques années plus tard. Les campements villageois étaient des campements qui étaient gérés par les communautés insulaires. Et le personnel qui travaillait autour de ce campement, ils étaient rémunérés à part égale. Et justement, les ressources supplémentaires servaient à construire des hôpitaux, construire des écoles et à aider les populations à avoir des activités qui seront reversées ou rémunérées au niveau de la chaîne de valeur. Alors, et justement, si on avait développé cela, on avait mis le prix qu'il faut pour le promouvoir à l'extérieur et le vendre au prix fort, aujourd'hui, la Casamance serait comme Dubaï. Moi, je me rappelle quand je suis allé à Dubaï pour la première fois, c'était en 82. Mais c'était, comme on dit, Toubatoul était mieux loti que Dubaï en 1980. Il y a une vision derrière tout ça, il y a des investissements, il y a eu aussi le fait de compter sur la culture arabe. Absolument. Pour faire la différence par rapport aux autres. Absolument. Alors que nous n'avons pas ça. Alors justement, c'est tous ces éléments-là réunis qui m'ont d'abord un peu mis à l'idée
plus tout le soutien que j'ai au niveau international, au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, au niveau de World Travel Tourism, au niveau du Conseil africain du tourisme et l'African Tourism Board, dont je suis le seul ambassadeur accrédité, et de dire que basta. Maintenant, l'Afrique doit s'imposer au niveau de ces instances pour prendre des décisions, parce que quand vous n'êtes pas présent là où les décisions se prennent, mais tout ce qui est fait sera fait contre toi et tu ne pourras rien. Et justement, c'est cette vision, cette volonté justement de remettre les pendules à l'heure, de donner à l'Afrique la place qu'elle mérite, mais à travers un pays, parce qu'il faut toujours un leadership. Et au niveau de l'Afrique occidentale, de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est un leader incontesté et il a une diplomatie véritablement dynamique et respectée. Alors donc, comme la candidature était volontaire, je n'ai vu personne avec le même profil. Justement, quand on est passionné, on veut quelque chose, eh bien, il faut faire des recherches, il faut étudier. Moi, j'ai fait le tourisme, j'ai fait l'hôtellerie, j'ai fait le transport aérien, j'ai fait la gestion aéroportuaire, donc j'ai fait toute la chaîne. Alors, et on ne peut pas parler de tourisme sans parler de transport aérien, et on ne peut pas parler de tourisme sans parler justement du contenu, parce que comme je dis, le tourisme, c'est un plat vide. Le contenu, n'est-ce pas, c'est la culture, c'est l'artisanat de ce pays qui doivent accompagner justement cette vision pour en faire un projet commun où la transversalité institutionnelle, c'est-à-dire les ministères concernés, doivent avoir un cadre unitaire pour échanger, discuter sur les orientations. Par exemple, ça nous ramène à parler un peu des visas. Le ministère de l'Intérieur peut instaurer un système de visas, mais s'il ne discute pas avec les acteurs du secteur du tourisme, il peut créer quelques distorsions. Si le ministère de la Santé prend des décisions sur certaines mesures concernant les voyageurs ou les touristes qui sortent et qui rentrent, sans discuter avec le ministère du Tourisme aussi, ça peut créer des problèmes. Alors donc, il faut que le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Artisanat, tout cela puisse travailler en synergie pour porter un projet sur la vision du tourisme. C'est un secteur extrêmement important pour le Sénégal qui rapporte beaucoup de devises et qui emploie beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, vous dites que si la chaîne de valeur était exploitée au maximum, mais les jeunes n'auraient pas besoin d'aller prendre des pirogues pour sortir du pays. Mais comment ça? Mais je vous dis, quand on vous dit vous avez mal à la tête, prenez l'aspirine, mais c'est pour vous soulager. Mais si vous prenez l'aspirine et que vous n'êtes pas soulagé, ça veut dire soit l'aspirine ne joue pas son rôle, ou il n'y a pas les composants qu'il faut, ou vous ne l'avez pas pris au moment où il fallait. Le tourisme a une mission, c'est de reculer la pauvreté, c'est de créer de la richesse et de permettre aux générations de mieux se connaître, de s'entraider, mais de sortir la zone, le territoire, n'est-ce pas, de l'anonymat. Mais aujourd'hui, déjà, le premier frein pour le tourisme sénégalais, c'est que le tourisme n'est pas une compétence transférée. Oui. Quand le tourisme n'est pas une compétence transférée, eh bien, rien ne peut se faire parce que le tourisme n'est pas quelque chose qui se décide d'en haut. Donc, il faut territorialiser. Il faut territorialiser le tourisme. Ça c'est une localité, ils ont des spécifiques. Ils ont une spécificité. Avec des trucs spécifiques qui peuvent aider. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est important. Par exemple, la région de Matam, la façon dont elle peut faire le tourisme peut être différente de ce qu'on fait à Kédougou, différente de ce qu'on fait à Tambacounda, différente de ce qu'on fait en Casamance. Absolument. C'est-à-dire, quand on fait le marketing touristique, le Sénégal, avec un grand S, c'est la destination Sénégal. Oui. Mais Matam est une destination intérieure du tourisme sénégalais parce qu'il a des potentialités qui lui sont propres, qui peuvent développer à partir de leur territoire et leur donner une identité propre qui peut être promue et exportée. Alors, donc, aujourd'hui, quand vous parlez du Sénégal, à l'étranger, dans les salons du tourisme, on te parle de quoi? On te parle de Dakar, on te parle de Gorée, on te parle de Saint-Louis, de Casamance, point bas. Alors que le Sénégal n'est pas seulement la Casamance, le Sénégal n'est pas Saly, le Sénégal n'est pas Dakar. D'autant plus que Saly et Dakar, ils ont une forme de tourisme qui n'enrichit pas. Et
évidemment, le tourisme d'affaires, eh bien, c'est quelque chose qui est très important pour un pays, mais ce n'est pas à travers le tourisme d'affaires qu'un pays se développe. Il y a beaucoup qui disent que le Sénégal a un atout énorme par rapport au tourisme religieux qui n'est pas développé. Tivaouane, aujourd'hui Touba et d'autres cités religieuses au Sénégal peuvent faire l'objet d'un énorme potentiel touristique du point de vue religieux. Et ce n'est pas assez exploité. Évidemment, j'en ai parlé dans mon livre, c'est-à-dire on fait l'amalgame également. Au Sénégal, on ne peut pas, et il ne pourra pas y avoir un tourisme religieux. Pourquoi? Parce que le tourisme religieux est apparenté à des rites qui sont d'ordre divin. C'est-à-dire, on peut aller à la Mecque, parce que c'est du tourisme religieux, il y a des circuits sur lesquels vous ne pouvez pas... vous êtes obligé de vous adapter, de le faire. C'est une période, une heure, une période, une heure et des obligations. Alors que le tourisme culturel, par exemple, Tivaouane peut recueillir du tourisme culturel. Touba peut recueillir du tourisme culturel, c'est-à-dire les grandes figures de l'islam qui ont travaillé et qui ont laissé beaucoup d'ouvrages, qui ont enseigné beaucoup. Eh bien, cela, c'est de la culture, c'est quelque chose qu'il faut valoriser et qu'il faut mettre à la disposition des visiteurs qui sont curieux, qui veulent venir et savoir. Alors, le tourisme religieux, mais un chrétien ne peut pas aller à la Mecque. Un chrétien ne peut pas aller à la Mecque, mais un chrétien ne peut pas visiter une mosquée non plus. Alors que si c'est du tourisme culturel, allez-y en Iran, la grande mosquée de l'Esplanade, mais il y a des millions de touristes qui viennent visiter parce que ce n'est pas du tourisme religieux, c'est du tourisme culturel ou spirituel. Mais pourquoi le Sénégal a toujours concentré son tourisme sur les pays francophones, sur la France entre autres, alors que les pays asiatiques ont un potentiel énorme? Imaginez la Russie aujourd'hui. C'est un pays qui est un pays musulman pratiquement. Absolument. Il y a beaucoup de musulmans russes au Tartassan, au Kyrgyzstan, entre autres. Surtout au Kyrgyzstan. Pourquoi aujourd'hui le Sénégal n'arrive pas à ouvrir cette fenêtre? Encore, Alassane, vous savez, pour vendre un produit, il faut d'abord que ce produit-là existe. Il faut le raffiner, il faut mettre tous les éléments. C'est-à-dire, aujourd'hui, on aurait fait de Touba un centre de tourisme culturel et spirituel. On aurait mis les infrastructures qu'il faut. Des routes sur lesquelles eh bien, on va tracer les itinéraires pour dire que telle personnalité religieuse a fait ça, durant ça et ça, avec des marquages, avec justement des identifiants. Maintenant, créer des bibliothèques, créer des hébergements adaptés à ce circuit et à la façon d'être. Vous ne pouvez pas créer un hôtel 4-5 étoiles à Touba. Déjà, eux-mêmes, ils le refusent. Ils le refusent. Et on ne peut pas implanter un tourisme à Touba parce que le tourisme répond à 2-3 critères, on peut dire. Et touriste, c'est celui qui loge dans un hôtel, qui paye la taxe touristique. Et touriste est celui qui qui vient dans un territoire et qui ne travaille pas dans ce territoire, mais qui dépense son argent sur le territoire. Alors donc, si vous êtes un visiteur, vous ne dormez pas dans un hôtel, vous n'utilisez pas un service d'agence de voyage, vous n'utilisez pas un guide touristique, vous ne consommez aucun produit touristique, vous n'êtes pas un touriste, vous êtes un voyageur. Vous êtes un voyageur. Alors, donc, Touba peut être un site culturel et spirituel en y mettant les infrastructures nécessaires, mais en développant également des activités récréatives, des activités culturelles, des activités d'enseignement, de mémorisation, de découverte de l'art, de l'écriture
comment ils écrivaient, ils faisaient les slams, comment ils éduquaient les enfants, dans les daras, etc., etc. Mais tout cela, si vous ne le développez pas, vous ne le mettez pas, vous dites qu'on développe du tourisme religieux à Touba, mais non, vous ne développez pas du tourisme. Mais tout ce que vous voulez dire, c'est un potentiel énorme qui peut créer des milliers d'emplois, beaucoup d'argent. Absolument. Le Sénégal, pour aujourd'hui, s'il était bien plus organisé que ça, concurrencer Dubaï. Mais je vous dis, moi en 1982, j'étais à Dubaï. Mais Toubatoul était mieux que Dubaï en 1982. Mais aujourd'hui, Dubaï s'est développé grâce au tourisme. Eh bien, donc, nous avons justement un problème de leadership, un problème de vision, un problème de personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le tourisme sénégalais, depuis les années 70 à nos jours, n'a pas encore eu son monsieur tourisme. La personne qu'il faut au tourisme pour développer le secteur du tourisme, ça, nous ne l'avons pas. Nous l'avons réclamé sur tous les toits, mais j'espère que le gouvernement en prendra en compte. En tout cas, moi, je me bats maintenant au niveau international pour ne serait-ce que porter la voix du Sénégal et de l'Afrique, mais attirer également les investisseurs. Le simple fait que je sois candidat suscite déjà beaucoup de curiosité. Le CIO de Saoudi Tourisme m'envoie des messages d'encouragement, me dire que nous sommes derrière vous. Aux États-Unis, le World Travel Tourism Network, M. Smith, qui est le président de cette organisation qui regroupe 133 pays, 45 000 membres, eh bien, ici est derrière moi. Toute l'Afrique est derrière moi, mais justement, c'est l'occasion pour le gouvernement de faire sa lettre de parrainage, ne serait-ce que pour donner un peu de sens à la politique d'ouverture que nous avons, n'est-ce pas, pour dire que basta, l'Afrique ne doit plus être des seconds couteaux. Avec le nouveau paradigme qu'on a mis en place, Vision 2050, est-ce qu'il ne faudrait pas, vous ne pensez pas qu'il faudrait faire des assises de tourisme pour répertorier justement toutes les potentialités et toutes les niches avec la digitalisation de plus en plus aujourd'hui avec Internet, comment le Sénégal peut davantage profiter de son potentiel? Il y a les sachants, il y a l'expertise qu'il faut ici au Sénégal. Je veux dire, peut-être je suis le plus en vue parce que je suis très passionné, mais il y a autant de Fawzou ici au Sénégal qui sont capables d'être ministres du tourisme, qui sont capables de donner des orientations. Il faut faire les assises du tourisme, mais avant de faire les assises du tourisme, il faut revoir la gouvernance et tous les textes qui régissent le secteur du tourisme. Oui. On ne peut pas et on ne développera jamais le secteur du tourisme si les compétences ne sont pas transférées. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des institutions autour de ce secteur du tourisme qui soient plus ou moins indépendantes et pour lesquelles des missions claires leur seront assignées. Sans cela, on fait du pilotage à vue et c'est ce qu'on a toujours fait. On continuera à faire du pilotage à vue et justement, l'Organisation mondiale du tourisme, l'ONU Tourisme, l'apport qu'il peut apporter au Sénégal, il est encore invisible parce que nous ne sommes pas organisés. Oui. Et si nous étions organisés, rien que l'assistance technique serait quelque chose d'important. Moi, si je suis élu, j'ai dit dans ma déclaration de politique générale que je vais transférer le siège de Madrid à New York pour nous rapprocher du système des Nations Unies, mais également nous allons créer des bureaux régionaux dans chaque continent africain pour se rapprocher, puisque le tourisme se fait à la base. Il faut l'implication des populations. Vous ne pouvez pas avoir une organisation internationale qui gère le tourisme au niveau mondial et que vous ne les sentez pas, vous ne les voyez pas. Alors, donc, il faut ramener cette institution, n'est-ce pas, pour qu'elle soit beaucoup plus proche des acteurs, beaucoup plus proche des gouvernants, beaucoup plus proche des populations, pour que ces derniers également puissent sentir l'utilité de cette organisation. Ça, c'est important. L'autre élément, c'est que je voudrais, à l'image de la Banque mondiale,
mais créer une banque d'investissement pour le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme est très gourmand en investissement. Ils ont besoin d'argent. De financement. De financement. Mais ces financements-là, ils sont difficiles à lever sur le marché de financement, sur le marché financier. Eh bien, avec des taux assez élevés, alors que le tourisme, c'est sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, si vous avez des taux élevés, vous ne vous en sortirez pas. Alors, donc, créer une banque mondiale, une banque d'investissement dédiée à l'activité touristique, où tous les pays membres de l'UN Tourisme, tous les pays membres du World Travel Tourism Network participent sous forme de tontine. On peut prendre notre exemple. Si chaque entreprise cotise, participe à cette tontine, eh bien, et que celui qui en a le plus besoin, eh bien, utilise cet argent-là dans des investissements rentables, mais vous voyez un peu ce que ça fait, mais à des taux vraiment raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, les taxes sur le tourisme sont très élevées. Très élevées, très élevées. C'est ça également un frein très important pour le développement du tourisme. Le tourisme a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et pour trouver de l'argent sur le marché financier, eh bien, c'est pas facile. Tout simplement, le secteur du tourisme ne peut pas bénéficier de ces financements. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas solvables. Non, les acteurs sont solvables. L'activité est rentable. Mais c'est sur la durée. Si vous empruntez de l'argent avec 12%, 13%... c'est dans le moyen terme qu'il faut payer. C'est dans le moyen terme qu'il faut payer. Alors que dans le tourisme, on ne paye pas sur le moyen terme. On paye sur le long terme. Oui. On paye sur le long terme. Et donc, vraiment, il faut une vision. Oui. Quelqu'un qui s'y connaît. Pour véritablement, même si cette personne-là n'est pas à sa bonne place, que les autorités puissent lui prêter une oreille attentive et écouter de façon vraiment très sage les conseils. Merci d'avoir été avec nous, M. Fawzou, Mohamed Fawzou Deme. Je rappelle que vous avez 25 ans d'expérience dans le tourisme, diplômé dans 3 secteurs, tourisme, hôtellerie, transport aérien, gestion aéroportaire, que vous êtes candidat à l'ONU Tourisme, qui compte parmi ses membres 160 pays, 6 membres associés et plus de 500 membres affiliés représentant le secteur privé, les établissements d'enseignement, des associations touristiques et des autorités locales de tourisme, et que vous voulez aujourd'hui être ce secrétaire général de l'ONU Tourisme. Vous devez déposer votre candidature, envoyer vos courriers aux autorités du Sénégal pour qu'elles vous accompagnent dans cette candidature, et que le tourisme, comme vous l'avez dit, est un secteur extrêmement important, extrêmement pourvoyeur d'emplois, et que le Sénégal doit changer de paradigme dans la façon de faire le tourisme pour permettre à ces jeunes, des milliers de jeunes, d'avoir des emplois. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.